cher Cyril, raconte-nous un petit peu. Tu as été en voyage, il me semble, et Je, tu peux je me suis, raconter un effec- petit peu. je suis effectivement, je me suis effectivement déplacé. J'ai malheureusement pas pu aller à Lugansk sur le lieu de l'attaque de drone qui a malheureusement fait 21 jeunes enfants tués parce que ça s'est pas goupillé malheureusement comme ça devait se goupiller, mais c'est pas grave. Je vais y descendre bientôt du reste. Mais je suis descendu dans le sud de la Russie, quasiment à la frontière avec la ligne de front. On était à un peu moins de 30 km de la ligne de front, à, Bryansk, à Koursk et à Belgorod, où là j'ai fait quelques petites choses. Et puis je suis remonté, et un peu de tourisme sur le retour, parce que la région de Koursk est une région qui est historiquement très chargée, d'une part avec la Grande Guerre patriotique, et puis encore plus récemment en 2024, avec la bataille de Koursk 2.0 et la tentative d'invasion du territoire de la Fédération de Russie par des éléments ukrainiens qui en fait cherchaient à aller prendre la centrale nucléaire de Kourtchakov pour essayer de la négocier contre la centrale nucléaire de Zaporojie. Alors, le résultat des courses, c'est qu'effectivement, ils sont rentrés dans le territoire de la Fédération de Russie à 15 ou 16 000 et ils ont laissé 30 000 mecs par terre avant d'être définitivement virés. Mais ça a été relativement compliqué. Et donc, j'ai vu des choses assez extraordinaires. Euh, D'abord, il faut bien se rendre compte que c'est quotidiennement que Belgorod est sous les drones ukrainiens. Kursk aussi, mais moins malgré tout. Belgorod a été particulièrement frappé par l'Ukraine déjà en 2024 et puis encore un petit peu avant. On n'oublie pas qu'il y a des drones qui sont tombés sur des aires de jeu pour enfants, qui ont tué des enfants. Dans le centre de Belgorod, on trouve encore le monument, le premier monument, et puis il a été remplacé par un monument plus récent, justement, avec des enfants avec des ailes d'ange sur lesquels les gens vont déposer des nounours, des fleurs, ce genre de choses. On n'oublie pas que les centres commerciaux ont été frappés par les drones ukrainiens. Et en fait, la ville de Belgorod, il y a il y a une dualité dans cette ville qui est très intéressante. La première, c'est qu'il n'y a pas un arrêt de bus où il n'y a pas un refuge anti-drone. Pas un. Il y en a Qu'est-ce que partout. c'est Dans qu'un les hôtels. refuge anti-drone? Un bunker. C'est un bunker. En fait, ils ont des plaques de béton. Alors, on le voit pas bien. Ils ont des plaques de béton. Voilà, vous multipliez, parce que sur l'écran, je ne sais pas si on va bien le voir, vous multipliez la largeur de ma main par deux et demi, voire trois. Et ce sont des refuges qui sont disposés à côté des arrêts de bus, avec une entrée en S pour éviter qu'un drone puisse y rentrer tout droit. Avec le toit exactement pareil. Dans les centres commerciaux, il y a des refuges qui ont été montés à l'intérieur des centres commerciaux pour que les gens puissent aller s'y réfugier. Dans les hôtels, c'est pareil, il y a des refuges qui sont en sous-sol. Je vous raconterai mon expérience à ce niveau-là. Et les gens vivent comme ça sur les devantures des grands centres commerciaux. Il y a des filets anti-drones. Alors là, c'est plus probablement pour les drones FPV, quoique j'en ai vu avec des grillages beaucoup plus gros pour les drones un peu plus lourds. Les gens vivent comme ça. Et donc, il y a des alertes aux drones tous les jours, plusieurs fois par jour. La ligne de front, elle n'est pas très très loin. Les Ukrainiens balancent des drones plusieurs fois par jour. Alors, ils ne sont pas tous à direction de Belgorod. Il y en a certainement qui passent au-dessus de Belgorod pour aller taper la Russie dans la profondeur. Mais comme la PVO, donc la PVO, ce sont les défenses antiaériennes, les détectent, forcément, il y a les alarmes qui sonnent. Et en règle générale, la PVO n'attend pas que ça ait passé, que ce soit passé plus loin en profondeur. Il les tire directement d'ici. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que ah bon, alors ça, les drones, moi j'ai un peu l'habitude. Par contre, ce qui m'a énormément frappé, c'est la résilience des Russes qui vivent là-bas. J'ai vu des alarmes. Bon, moi, je descends pas dans les abris et j'y vais pas, mais pour d'autres raisons. C'est parce que j'y vais pas. D'abord parce que les abris souterrains, j'ai pas envie d'y aller déjà. Et deuxièmement, les drones qui passent souvent font beaucoup de bruit. Et moi, je préfère être dehors, écouter, entendre d'où ça vient, etc. Quand la PVO tire, je compte le nombre de secondes parce que ça me permet de calculer la distance. Quand on connaît la vitesse des roquettes, enfin de PVO, on peut calculer la distance. Et quand on a été réveillé pendant la nuit à l'hôtel, mon premier réflexe a été d'ouvrir la fenêtre, de tirer les gros rideaux, euh, parce que si jamais ça tombait, d'abord je voulais entendre. Bon, la nuit on voit pas beaucoup, on voit rien, donc j'ai entendu. Et en fait, la raison pour laquelle moi je ouvre la fenêtre, c'est pour éviter les effets de souffle. Un effet de souffle sur une explosion, ça va pulvériser les vitres et c'est un coup à prendre plein de débris de verre un petit peu partout. Et comme le jour se lève relativement tôt, il y a des rideaux qui sont assez épais, occultants, et donc ceux-là, je les tire. Alors ça n'empêchera pas un shrapnel de passer au travers, mais comme ils ne sont pas attachés au sol, si tu veux, ça fait un peu comme un amortisseur. Et puis je suis retourné m'asseoir dans mon lit et j'ai attendu que ça passe. Alors, les alarmes, eh ben, en fait, il y a plein de gens qui vivent à Belgorod. Quand ça sonne, ils continuent de vaquer à leurs occupations. Ils ont tellement l'habitude. Il y en a bien sûr qui vont dans les refuges, et puis il y en a qui continuent d'aller au travail, de se déplacer dans la rue, de faire leurs courses. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant pour Mais ils ceux qui n'ont doivent pas être assez l'habitude. éprouvés quand même, hein, non? Oui, 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 oui. Alors en fait, la population de Belgorod avait diminué. Et puis après la fin de l'invasion de Koursk, là, les gens ont commencé. Alors, elle s'était pas vidée la ville, hein, mais il y avait une partie de la population qui était partie. Et là, les gens sont revenus. La- la- le- les commerces sont ouverts, hein, bien sûr. Pendant un temps, les écoles avaient été fermées. Les centres commerciaux avaient été fermés pour éviter qu'il y ait trop de gens au même endroit. Maintenant, j'ai presque envie de dire, c'est terrible à dire, mais les gens vivent presque normalement, sans oublier qu'il y a des drones qui tombent Mmh. ou qui passent autour. Donc voilà, ça c'était le petit déplacement de ces derniers jours. Chercher quelques éléments peut-être pour comprendre. Belgorod, c'est à combien de kilomètres de la frontière ukrainienne? 30. 30. Est-ce que, la ligne de cette frontière ukrainienne, elle est sous quelle, direction? C'est-à-dire, comment se fait-il que c'est encore possible de frapper en Russie depuis l'Ukraine? C'est les interrogations, à mon avis, que toutes les personnes peuvent avoir, parce qu'on regarde quand on regarde la carte, on a l'impression que tout il y a maintenant la zone tampon, c'est tout le Donbass, et que la Russie n'a plus de frontières, qui touchent, l'Ukraine directement. D'où ça vient, ces attaques? Ah bah, les drones viennent beaucoup plus du centre de l'Ukraine, on est d'accord. Parce qu'en fait, les drones qui passent à cet endroit-là sont pas des petits drones FPV, ce sont des gros drones taille Guéran, taille l'équivalent du le Milnia russe, sont des drones de type avion souvent. Sauf que quand la PVO les détecte, si tu veux, nous on ne sait pas si elles sont à destination vraiment de Belgorod ou pas, si elles sont à destination de Koursk ou pas, ou s'ils vont encore plus loin pour taper dans la profondeur. Il faut savoir que la ligne de front en fait bouge. Il y a des endroits où la ligne de front est encore au niveau de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Donc il y a certains endroits du côté de Belgorod où c'est encore le cas. Cette frontière, elle est maintenant totalement verrouillée par l'armée russe.
absolument verrouillée par l'armée russe. On se souvient qu'à une certaine époque, ça avait fait beaucoup de bruit à cette époque-là. Il y avait des éléments du RDK et des services ukrainiens qui passaient en douce la frontière et qui rentraient sur le territoire de la Fédération de Russie. On se souvient de ces fameux journalistes qui ont passé la frontière, qui sont rentrés en Russie comme dans du beurre parce que personne ne surveillait. Aujourd'hui, si je peux te dire que c'est hyper surveillé. Il y a des contrôles militaires partout. Moi, j'ai été contrôlé, ça se passe super bien, les gens sont très gentils, font leur boulot, c'est normal, mais il y a des contrôles militaires partout, des contrôles de police qu'on pourrait voir n'importe où en France. Là-bas, ils sont dans des caissons bétonnés, enfin, il y a des caissons bétonnés justement anti-drone, et les gars sont en tenue de combat, casqués, armés, prêts au combat, mais les choses se font. Donc, si tu veux, je prends un autre parallèle, tu regardes Soumis. Soumis, c'est un petit peu plus à l'est de Belgorod. La Russie commence à avancer dans les territoires ukrainiens, mais pendant un temps, la ligne de front, en fait, c'était la frontière. Et là, Belgorod, Belgorod, c'est à 30 km. Aujourd'hui, ils avancent aussi, mais pendant un temps, c'était ça. Et les drones, maintenant, avec la distance franchissable, ces drones-là peuvent venir de beaucoup plus loin, bien évidemment. Cyril, je ne pars pas, je vais juste corriger. Il y a un conflit entre ventilo et la lumière, donc j'essaie juste de les. Pas de problème, je continue de parler pendant ce temps-là. Et puis sur le chemin du retour, donc là-bas on a fait différentes choses, je ne vais pas en parler ici. Sur le retour, donc on est passé par Koursk. Alors pour les auditeurs, Koursk, c'est un point historique de la Grande Guerre patriotique, puisque ça a été une très très grosse bataille qui a eu lieu à cet endroit-là, et l'armée rouge à l'époque a réussi à empêcher la jonction entre deux armées allemandes. Alors, me demandez plus quelle, c'était la première, la deuxième, la troisième ou quoi, je me souviens pas pour être très honnête, mais c'est à cet endroit-là que ça a été stoppé. Il y a un magnifique monument qui est en pleine campagne où on peut voir un soldat de l'armée rouge qui étend les bras. Et donc, il y a la symbolique de l'armée allemande, enfin des deux armées allemandes qui tentent de rapprocher, et le soldat tend les bras pour les empêcher de se réunir. Il y a un musée qui est à cet endroit-là. Ce n'est pas un très gros musée, c'est surtout un mémorial. Ils sont en train derrière de construire encore quelque chose de beaucoup plus grand, qui sera probablement une répétition de la bataille de Koursk. La bataille de Koursk a été particulièrement meurtrière pour les deux camps du reste. Et il y a un autre petit musée qui est juste à côté, que moi j'ai appelé Koursk 2.0, où on retrouve des armes, du matériel saisi, des matériels de propagande ukrainienne saisis, qui représente en fait la deuxième bataille de Koursk qui a eu lieu en 2024 et le coup de butoir qu'on leur a donné à cet endroit-là. Il y a du matériel qui est exposé, du matériel militaire qui est exposé, il y a du Max Pro, il y a du Striker, il y a du matériel britannique, il y a du Javelin, il y a des Stinger, j'ai même retrouvé une MG42 de la Deuxième Guerre mondiale qui a été fournie aux Ukrainiens par les Italiens. Et quelque chose là pour le coup qu'il va falloir que je regarde de plus près, parce que très honnêtement je ne l'ai pas encore traduit. Il y a des livres d'histoire qui ont été saisis sur des soldats ukrainiens, et ce sont des livres d'histoire de classe de 8e. Donc en France on commence par le jardin d'enfants, parce que la 8e en Russie, c'est pas la 8e en France. En France, on commence par le jardin d'enfants, et puis, moi, à mon niveau, on parlait 12e, 11e, 10e, 9e, et on redescendait jusqu'en première terminale. En Russie, c'est l'inverse. Donc la 8e, c'est déjà l'équivalent d'une seconde ou je crois, une seconde. La seconde, oui, c'est des gamins de 14-15 ans. Ouais. C'est ça. Et là, dans ces livres d'histoire, j'ai traduit le début et puis j'ai arrêté après parce que j'avais pas le temps. C'est une réécriture complète de l'histoire. On assiste on a en face de nous des gens qui écrivent des bouquins d'histoire pour les écoliers
dans lequel ils réécrivent l'histoire comme ça les arrange. C'est absolument dégueulasse. Voilà, je vais le dire avec mes mots à moi. Ça porte pas de nom, bien évidemment. C'est la glorification de l'Ukraine, c'est la glorification de Bandera, de Shushkevich, Melnik. Là, on a vu Zelensky rapatrier les cendres de Melnik. Bientôt, il va demander à ce que les restes de Bandera soient rapatriés en Ukraine aussi. Je sais pas, pour Bandera, je dis ça un peu sur le ton de l'humour, mais on n'en est pas loin. Ça ne porte absolument pas. Pétlura, le prochain, je crois qu'il est enterré même en France. Donc, ouais, ça ne porte pas de nom. Voilà, voilà un petit peu. Et la campagne est absolument magnifique. C'est vraiment un endroit superbe, avec une terre très noire, pleine de tchernosium, extrêmement riche. Il y a de la culture partout. Il y a des militaires partout, il y a des barrages militaires partout, mais les gens vivent quasiment. On a perdu la connexion. Non. Oui, tout va bien. Tu m'entends, Lara? Oui. Allô? Oui, on t'entend, Cyril. Tout va bien. Ah. Oui. Cyril? Je t'ai perdu. Ah, mais moi, nous, on t'a toujours. Donc, bon. Écoutez, moi, ce que je voulais faire, c'est faire écouter ce que vivent ces gens-là. En fait, j'ai un fichier, mais que je n'arrive pas à transférer sur... voilà. Voilà. Je suis revenu. Voilà, je faisais écouter les alertes, les alarmes que tu nous as envoyées. Donc, voilà, bon, écoute, tu nous raconteras ton prochain voyage sur place. N'hésite pas à nous ramener quelques images également. J'ai ramené quelque chose. Attends, j'ai ramené quelque chose. Décidé à cette matinale, on bouge beaucoup. Voilà. C'est ça. J'ai ramené quelque chose. J'ai ramené ça. Alors ça, pour les auditeurs qui peuvent le voir, c'est une pièce qui fait environ 30 cm. Oui. C'est une ailette de guidage de missile. Et ça vient d'un missile qui a été fourni à l'Ukraine par les Suisses. Et ça, c'est venu se loger dans la façade d'un centre commercial dont je ne donnerai pas l'enseigne parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire. Donc je ne le ferai pas. C'est venu se loger là-dessus. Et quand on le regarde de profil, vous voyez, c'est vraiment extrêmement fin. Si quelqu'un prend ça en shrapnel, il s'en sort pas. J'ai vu la vidéo au moment de l'impact. Je peux vous dire que c'était véritablement un lieu civil qui était visé et pas un lieu militaire. C'est tombé sur un centre commercial. Et ça voilà. Donc, je l'ai récupéré. Ils me l'ont donné en cadeau. Je vous la montre. Voilà. Et le missile fait 2 mètres. Hein. C'est un gros missile. Voilà ce que les Ukrainiens balancent sur les centres commerciaux. Ça vient pas d'un drone. Donc, c'est encore pire. Oui, qu'est-ce que tu penses de ces avertissements qu'a lancé le ministre des Affaires étrangères Lavrov sur Kiev et les chancelleries étrangères en leur demandant d'évacuer? Est-ce que ça suit son cours, ça va arriver ou c'est déjà passé? Non, ça suit son cours. En fait, on aurait pu penser que la réponse, le bombardement russe qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, qui a fait suite au bombardement du dortoir, aurait pu être une réponse. Je pense que ce n'est pas une réponse. Ces cibles-là, elles étaient déjà plus ou moins prévues. On va juste remettre l'église au milieu du village. Avec tout ce que la Russie a bombardé, l'Ukraine a
réclamer la perte de 4 personnes. Encore faut-il savoir si ce sont des civils, et ça on ne le saura jamais. Je pense plutôt que ce sont des militaires qu'autre chose. Mais en tout état de cause, ils n'ont réclamé que la perte de 4 individus. Avec tout ce qu'on leur a envoyé sur la tronche, je peux te dire que si on avait voulu taper des civils, comme ils le disent, et des cibles civiles, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts que ça. Les bombardements russes sont particulièrement ciblés et visaient le renseignement, visaient la garde nationale, etc., plus des industries de haute valeur ajoutée, des industries militaires. Donc c'est quelque chose de complètement différent par rapport à ce que disent les Ukrainiens. On a vu bien évidemment l'Occident complètement s'émeuvoir et pleurer en disant les grands méchants russes, ils ont encore attaqué, machin, etc. On est rentré dans une autre dimension de ce conflit. La Russie a perdu patience. C'est pas la première fois que je dis attention, les poussez pas dans leur tranchement parce que quand ils vont perdre patience, ça va être terminé. Lavrov, mais il n'y a pas eu que Lavrov, Maria Zakharova, Lavrov, le ministère de la Défense, ont prévenu les chancelleries étrangères en Ukraine, dégagez, restez pas là, on va taper Kiev, ça c'est clair. On va taper les centres de décision administrative présidentielle. Ils ont donné leur cible. Ils ont dit voilà. En disant ça, en fait, l'Occident n'écoute jamais. Si on veut savoir ce que la Russie fait, il suffit de l'écouter. Elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Ils ont dit on va taper là, on va taper là, on va taper là, on va taper là. Vous ne vous approchez pas de ça, de ça, de ça, de ça. Voilà. Après ça, si ce comte Zelensky veut mettre sa population comme bouclier humain à cet endroit-là, ben, tant pis pour lui. Il a été prévenu, il sait où exactement où on va taper. Et comme c'est un froussard comme pas deux, il s'est barré d'Ukraine et il est monté dans un pays nordique pour récupérer des avions de chasse, des Gripen. Donc ils le savent. Ça va arriver, la Russie prend son temps, et ils ont prévenu. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les gens vont mettre à profit ce que la Russie a dit. On s'aperçoit finalement que les Américains, contrairement, il y a une grosse polémique là-dessus, les Américains ont évacué leur ambassade et les idiots de l'européenne ont dit non, nous on va rester les défenseurs de la liberté, etc. Et quand on regarde quand on regarde qui se déplace en ce moment, eh bien, on a toute une palanquée de politiques français qui viennent faire leur pèlerinage en Ukraine. On a eu Gabriel Attal, on a eu Édouard Philippe, on a eu qui d'autre encore Retailleau, on a eu et il y a Nathalie Loiseau, hein, la tête de Piaf, elle est là-bas et elle y est en ce moment. Voilà. Retailleau, je rappelle qu'il y était dans la nuit de samedi à dimanche, donc il a eu l'occasion de voir ce qui a pu se passer. Retailleau, alors lui, c'est une comment dire, c'est une raclure, c'est une véritable raclure. Il n'y a pas d'autre terme. Édouard Philippe, c'est pareil. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ils vont là-bas. Parce qu'en fait, ce sont tous des personnages qui sont connus dans la politique française, qui ont zéro. Ils ont zéro. Et pour être candidat à la présidentielle, il faut une reconnaissance internationale. Donc déjà, ils vont là-bas. Ils ont tous le même discours, ils ont tous la grande gentille Ukraine, la grande méchante Russie, l'Ukraine est le dernier défenseur. Tous, ils le disent tous de la même façon, plus ou moins, en train de lécher les pieds de Zelensky et jamais regarder le truc. Ce qui m'a même à penser, en fait, qu'ils sont en train, d'une part, de chercher une reconnaissance de politique internationale. Ok, très bien. Mais compte tenu du discours qu'ils sont en train de donner, je vois ce qu'a dit Philippe, je vois ce que dit Attal et tous les autres. On se demande s'ils ne sont pas allés en Ukraine aussi parce qu'une campagne électorale, ça coûte très très cher. Et qu'en Ukraine, la corruption et le pognon coulent à flot. Enfin, c'est pas mon argent, hein, c'est votre argent, chers concitoyens français, avec vos impôts, etc. C'est Nicolas qui paye. Et en parlant de l'Ukraine comme ça, au travers de montages financiers et de sociétés différentes, ils récupèrent pas un peu de pognon au Schwarz pour financer leur campagne électorale, sans parler
de la suite de ce qu'ils promettent si jamais ils sont élus, etc., etc., etc. C'est un marigot infâme. Et je pense qu'il est largement temps de nettoyer le marigot. Alors, il y en a d'autres qui vont revenir, parce qu'ils font tous, quels que soient les partis politiques, ils font tous leur pèlerinage en Ukraine. C'est le point de passage obligé. Zelensky doit adorer, mais vous allez beaucoup moins aimer ce qui risque de se passer après. Parce que la Russie est arrivée à bout de patience, parce que Lavrov et Vladimir Poutine ont encore dit que discuter avec l'Union européenne, oui, pourquoi pas, mais trouvez-nous des gens d'une autre valeur que Kaja Kallas et toute la clique. Mais aujourd'hui, le consensus est clair, quelles que soient les personnes avec qui la Russie va discuter en Union européenne, l'Union européenne n'aura pas sa place à la table des négociations. L'Union européenne est belligérante, la France est belligérante, l'Allemagne est belligérante, ils sont tous belligérants, et donc discutons, ok, mais par contre, vous négocierez pas avec nous, c'est pas la peine d'essayer. Or, avec la pièce que tu as montrée, cher Cyril, même la Suisse est belligérante. Bien sûr. Nous en sommes à ça. C'est bien sûr. Ouais, est-ce que la Suisse, neutralité suisse. Ouais, la légendaire neutralité suisse, je rappellerai quand même que c'était l'argentier d'Hitler, entre autres. Donc la neutralité suisse, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Et donc, d'un point de vue politique, pour la France, ces pèlerinages en Ukraine, mais c'est une catastrophe. C'est de la chure de mouche, c'est de la raclure. C'est pas mon pays. C'est vraiment pas mon pays. Malheureusement, ça risque de pas évoluer dans le bon sens. Ensuite, eh bien, il y a toujours cette propagande, cette russophobie. On l'a vu avec Ksenia Federova. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il y a, parce que je vais en parler un petit peu, parce que tu en as parlé brièvement dans la revue de presse juste avant, mais il y a deux, trois petites choses à expliquer sur ce fameux drone qui serait tombé en Roumanie à Galati. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai vécu en Roumanie pendant un peu plus d'un an et j'ai été visiter cet endroit magnifique qui est le delta du Danube. C'est absolument somptueux. Et il se trouvait qu'à cette époque-là, on était à quelques dizaines de mètres de la frontière ukrainienne, sur le delta du Danube. Et quand on regarde la Moldavie, en fait, il y a la pointe sud de la Moldavie. Donc là, je le dessine un peu pour vous, pour que les auditeurs puissent le voir dans le sens d'une carte nord-sud. Il y a la pointe sud de la Moldavie avec Galati et à cet endroit la pointe sud de la Moldavie avec Galati. Et c'est en fait un triple endroit puisqu'il y a Roumanie, Moldavie, Ukraine. Et à Galati, il y a le Danube qui passe. Et le Danube se jette, tout le monde le sait, dans la mer Noire. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important pour nous et pourquoi est-ce que la Russie frappe le port de Galati, les installations ukrainiennes à cet endroit-là? Pour la bonne et simple raison que énormément de matériel transite par bateau. Une fois que ça passe le détroit du Bosphore, ça remonte dans les eaux internationales de la Bulgarie, de la Roumanie, jusqu'au delta du Danube. Ça rentre dans le Danube, qui est un fleuve navigable aux gros cargos, aux gros bateaux cargos, et ça rentre très largement dans les terres pour atteindre ce port qui est très en recul par rapport à Odessa. Odessa n'est pas très loin, oui, mais c'est vraiment là le port d'Odessa. Si on le frappe, les Roumains le voient de l'autre côté, mais le delta étant large, c'est plus compliqué. À Galati, pour les Roumains, de dire ouais, les Russes ont envoyé un drone. À Galati, c'est quand même un port qui est beaucoup plus petit, mais qui est très important aussi. Et comme il est très en retrait justement dans l'intérieur des terres et dans le Danube, pour la Moldavie, la Roumanie, les pays de l'OTAN et l'Ukraine, c'est un endroit qui est assez stratégique. Or, il ne faut pas prendre les Russes pour des lapins de 6 semaines. Les satellites, ça existe. On sait très bien tout ce qui transite par cet endroit-là. Et ce n'est pas la première fois qu'on va taper les installations ukrainiennes à cet endroit-là. Il se trouve qu'il y a un drone qui a fini sa course dans un bâtiment civil.
Ça, c'est un fait indéniable. Toute la communauté internationale s'est jetée sur le dos de la Russie pour dire que c'était un scandale, qu'on avait franchi une ligne rouge pas possible, qu'il fallait déclencher l'article 5 de l'OTAN, etc., etc., etc. Sauf que, il y a quand même un gros problème. C'est que le président roumain vient de déclarer et de confirmer que le drone, je le lis en même temps, parce que c'est sorti, et c'est en roumain, donc je le traduis en même temps en français. Le président a confirmé que le drone qui visait l'Ukraine a été dévié de sa course par un tir de la défense aérienne ukrainienne et qui s'est écrasé à quelques centaines de mètres de l'Ukraine en Roumanie. Voilà, et on a encore perdu le fil. Ah oui, la carte arrive, donc on voit Galati, c'est juste là. Et donc le président roumain vient de confirmer que le drone ne visait pas la Roumanie, que c'est un dommage collatéral dû à un tir de la défense anti-aérienne ukrainienne qui a mal fait son boulot et qui n'a pas réussi à abattre le drone, et le drone s'est écrasé de l'autre côté. Alors, toujours pareil pour les auditeurs. Si ce n'est pas un drone qui a été pris en possession pour être dirigé ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on sait aussi prendre… voilà, ça aussi, ça existe quand même massivement. Oui, tout à fait. C'est exactement ce sur quoi les deux points en fait sur lesquels je voulais rebondir en disant ça. Ce que j'explique là, c'est si on part du principe que c'est un drone russe qui a été envoyé pour frapper quelque part en Ukraine et que l'Ukraine n'a pas été foutue de l'abattre et où ils ont mal fait le boulot, il est tombé de l'autre côté. Maintenant, on sait très bien que l'Ukraine a déjà des dizaines de fois récupéré, parce que c'est le cas, des morceaux, des drones russes qui étaient tombés en Ukraine, qui n'avaient pas explosé, qui n'avaient pas trop été endommagés, et qui les avaient délicatement posés à des endroits pour dire « Ah, regardez, les Russes ont tapé là ». Bon, on l'avait vu en Pologne. On l'avait vu en Pologne. Alors, la Pologne, ce n'était pas un drone, c'était un missile. C'est un missile qui est tombé dans une ferme, qui a fait 2 morts. La communauté internationale, l'Ukraine a dit c'est un drone russe, machin, etc. L'enquête qui a été derrière a quand même prouvé que c'était un missile ukrainien et pas un missile russe qui est arrivé à cet endroit-là, et qu'en plus, ça avait été tiré de l'Ukraine. Bon, on a l'habitude. Tout ça, ça s'explique par le fait que l'Ukraine est en déroute, contrairement à ce que disent les propagandistes européens de tout poil qu'on peut retrouver sur les plateaux de télé français. L'armée russe avance sur tous les fronts, y compris à Soumy, où c'était quand même relativement figé. Ça avance de partout. Les pertes ukrainiennes sont considérables. Alors, je ne commande pas trop les chiffres parce qu'en fait, c'est très difficile d'avoir des véritables chiffres. D'abord, l'Ukraine ne va pas commenter, va pas donner ça. Ensuite, à partir du moment où la Russie avance, eux reculent, leurs morts, ils ne vont pas les récupérer. C'est nous qui les récupérons, qui les rendons. Le ratio d'échange de corps, c'est de 1 à 50. C'est-à-dire un corps russe pour 50 corps ukrainiens. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on a un mort russe pour 50 morts ukrainiens. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est le ratio d'échange de corps. Pour vous donner une idée, on a restitué depuis 1 an et demi le nombre de corps que la Russie a restitué à l'Ukraine. C'est l'équivalent, c'est 30 000 corps en fait. C'est l'équivalent de toutes les pertes ukrainiennes à partir du moment où ils sont rentrés dans l'oblast de Koursk et à partir du moment où on les a ramenés de l'autre côté. Voilà. Ils sont rentrés à 15 000, ils ont perdu 30 000 mecs, et depuis 1 an et demi, on a rendu l'équivalent de cet équivalent-là. Je rappelle que 30 000 morts, il y a encore quelques mois, c'est ce que Zelensky disait en perte totale dans le conflit contre la Russie. Bon, voilà, on lui a rendu tous ses corps, c'est fait. À vous aux auditeurs à se faire leur propre opinion. Je rappelle que c'est lorsque l'armée, en partant, ne ramasse pas ses propres corps que l'armée en face récupère. Donc, c'est ça les échanges de morts. Donc, ce ratio-là montre qui avance et qui recule. C'est plutôt cet aspect-là, je pense. Absolument. Et donc là Zelensky
l'Ukraine est dans une fuite en avant. Il sait très bien ce qui l'attend. La Russie va frapper beaucoup plus fort l'Ukraine. Je pense que euh, je pense que la Russie a totalement perdu patience. Elle veut bien discuter, elle veut bien négocier, mais elle ne va pas attendre que les Européens nous tombent sur le poil. Et donc, on va régler le problème ukrainien assez rapidement. Je l'avais déjà dit. Ce qui m'avait pas choqué, non, c'est pas le mot. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est la déclaration de Vladimir Poutine le 9 mai en disant que la fin du conflit était proche. Ça veut dire qu'ils ont déjà décidé de ce qu'ils allaient faire. Il prie les Européens de bien vouloir dégager de Kiev parce qu'ils ne voudraient pas de dommages collatéraux et ils ne voudraient pas surtout qu'on nous accuse d'avoir délibérément frappé tel ou tel endroit, sachant que les Ukrainiens sont capables de le faire eux-mêmes pour embringuer d'autres pays dans ce conflit. Ils le font. Je pense qu'il faut s'attendre à un été particulièrement chaud. Mmh. 2 questions, cher Cyril. Est-ce que déjà, Zelensky n'utilise pas cette situation aujourd'hui qui lui permet d'avoir une bouée de sauvetage par rapport déjà à tous les problèmes internes, hein, les conflits et les problèmes de corruption qui touchent jusqu'à sa femme, aujourd'hui, sans parler même de lui qui est cité dans certains dossiers, le Vova, en question a quand même, à toucher. Déjà, est-ce que ce n'est pas une façon de sortir de ce bourbier que de dévier vers un conflit plus global? Et puis, deuxième question, ces invitations aux Européens pour qu'ils se déplacent à Kiev, alors même que le ministère des Affaires étrangères demande à ce que les étrangers et les diplomates quittent Kiev. N'est-ce pas une provocation supplémentaire pour amener derrière vers un conflit plus global en Europe? Bien évidemment, c'est exactement ça. Mais c'est aussi ce que fait l'Europe. Hein. L'Ukraine, en ce moment, enfin, depuis très longtemps d'ailleurs, ça date depuis les Pandera Papers, donc ça fait un bout de temps. L'Ukraine est noyée sous une corruption pas possible. On a vu le départ de, comment il s'appelle, son ancien porte-monnaie, là, qui s'est barré en Israël avec armes et bagages. Mindic. Mindic, voilà, merci. On a vu récemment Yermak. On a vu on a vu comment la caution a été payée au travers de la société d'une bimbo ukrainienne qui est totalement inconnue au bataillon, mais en fait on sait d'où vient l'argent. Zelensky est cité nommément. La femme de Zelensky, bien évidemment, est citée nommément. D'ailleurs, il y a des gens qui lui ont recommandé de divorcer pour éviter d'avoir trop d'emmerdes. À ce niveau-là, il est cuit. Donc, mais l'Union européenne, les Français font exactement la même chose. Beaucoup de gens sont un peu foutus de ma gueule quand j'ai annoncé il y a déjà 3 mois que le PIB français allait encore s'effondrer, pas le PIB, pardon, la croissance française allait s'effondrer. Bravement, le gouvernement nous sortait 9%, 0,9% ou 1% de croissance. Là, ils viennent de dire que, oups, ça va être moins 0,1. Tiens, c'est curieux, c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques temps. Et oui, parce que quand ils annoncent cette croissance, ils prennent en compte les stocks. Mais si on vire les stocks, pour ceux qui ont fait un petit peu d'économie, on a la croissance nette. Et là, la croissance nette, c'est une courbe négative. Donc, quand on est dans un état économique dans lequel on est, quand on a embringué les Français depuis 2022 dans un narratif et une doxa où la Russie est l'ennemi, où il va nous attaquer, où il faut qu'on se réarme, parce qu'en toile de fond, on veut tenter de relancer l'économie par le complexe militaro-industriel. Ben ouais, mais tout ça, c'est bien mignon, sauf que pour que le complexe militaro-industriel fonctionne, il faut un ennemi, donc on s'en crée un, c'est la Russie. Et si jamais le conflit venait à s'arrêter, oups, parce que nous, on n'a pas l'intention d'aller au-delà de l'Ukraine. On n'a jamais eu cette intention. Et on n'arrête pas de le répéter, mais la doxa et le narratif inverse est toujours le même. Bon, donc tout ça est en train de se casser la figure. Et pour les Européens, c'est pas possible parce que sinon, c'est dire on a fait n'importe quoi, on s'est trompé,
On aurait dû vous le dire. Et est-ce qu'on demande quelque chose aux Français? Macron ne demande rien aux Français, absolument rien. Il fait dans son coin. Il est en train de nous tendre un piège magistral pour les présidentielles de 2027, dont je le dis officiellement, je ne garantis pas qu'il va y en avoir. Je pense que quand on voit la dernière intervention où il fait l'éloge de Zelensky en disant « Ah oui, c'est vrai, son mandat s'est terminé en 2024, mais compte Mais tenu la de la loi situation… » martiale. Et la loi martiale et machin et tout ça. Regardez ce qu'ils nous pondent au travers de la loi de programmation militaire 2024-2030. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Regardez l'état de sécurité nationale, qui est un autre article et qui est passé dans la loi, la loi de programmation, enfin l'amendement de la loi de programmation, là assez récemment, on en a parlé la semaine dernière. Il vient encore, là ça y est, c'est officiel. La dissuasion nucléaire avancée a été signée avec d'autres pays de La l'Union Norvège. européenne. La Norvège, par exemple. Alors, je rappelle que la Norvège, c'est chez nous, hein, enfin, c'est chez nous, c'est à côté de chez nous, hein, quelque part. C'est pas très large. Norvège, Finlande, Danemark, la Pologne avec la Biélorussie, tout ça. Il y a des signes qu'il faut prendre en compte. Je ne dis pas qu'il faut tout voir en noir, demain ça va être catastrophique, etc. Mais il faut quand même prendre ces signes en compte, savoir les analyser et en déduire une progression. Très honnêtement, je ne suis pas optimiste. Voilà, je suis absolument pas optimiste. Je ne suis pas totalement défaitiste non plus, mais je ne suis pas optimiste. Et je pense que pour que cela s'arrête, en fait, il faut que la Russie, de son côté, en passant, là, c'est plus la seconde, c'est la troisième et la quatrième, termine ce conflit en Ukraine. Et bien évidemment, tout le monde rentre chez soi derrière et tout le monde va s'apercevoir que, ah bah non, finalement, la Russie, elle n'a pas l'intention d'attaquer, machin, etc. Mais plus on laisse le temps passer, plus ils sont en train de se préparer. Et encore une fois, on n'est pas dans les années 39 ni dans les années 40. On ne va pas attendre le 21 juin que les Allemands, le 21 juin 41, que Barbarossa commence. On sait qu'ils veulent nous tomber dessus. On sait qu'ils font tout pour que ça arrive. Donc, il faut que nous, on fasse le nécessaire pour ne pas que ça arrive. Et si vraiment c'est inévitable, on répondra. Mais ça passe par une clôture rapide du conflit en Ukraine. Ce qu'on ne maîtrise pas, parce que ça, on ne le maîtrise pas, c'est ce qu'on va faire demain les 5 cavaliers de l'Apocalypse, Zelensky, etc. Parce que je pense que, vu la situation, des dortoirs, il faut qu'on s'attende à en avoir d'autres. Des actions terroristes. J'ai publié hier quelque chose. On entend peu parler des succès du FSB, des succès des services antiterroristes en Russie. On entend surtout parler, justement, quand les Ukrainiens arrivent à abattre un général, à abattre telle personne dans les rues de Moscou, ou à faire péter telle voiture, ou ce genre de choses. On entend. Moi, je reçois assez régulièrement, quasiment tous les jours du reste, des informations et des vidéos des actions réussies du FSB et des réseaux qui sont démantelés et des personnes qui sont arrêtées. Je peux vous dire que c'est tous les jours, absolument tous les jours en Russie, et pas simplement à Moscou, hein, même quand on remonte en Sibérie, dans le centre de la Russie, etc. Tous les jours, les services de sécurité russes arrêtent des terroristes, arrêtent des gens dont ils savent, parce qu'on sait écouter, qu'ils sont mandatés par les services du GUR ukrainien et le SBU ukrainien pour commettre des attentats terroristes sur le territoire de la Fédération de Russie. C'est tous les jours. Donc ça, c'est aussi important de le savoir, et je pense que ça va encore aller en augmentant. Cher Cyril, restons un petit peu plus ensemble parce que mon prochain invité semble être un petit peu en retard, donc c'est Pierre-Yves Rougeron. Avant cela, j'avais une autre question. On n'en a pas parlé ici en Occident, mais il y a eu, semble-t-il, des appels de la part de Macron vers Loukachenko, donc le président bélorusse,
et il paraît qu'il a même appelé le président de Kazakhstan avant la grande visite d'État de Poutine au Kazakhstan pour justement le Conseil eurasiatique, tout ça. Est-ce que comment c'est perçu en Russie? Qu'est-ce que c'est? C'est une double, comment dire, c'est en parallèle des initiatives qu'il fait pour. On ne comprend pas. Alors, la France est vulgairement parlant dans une merde noire. Il n'y a plus beaucoup de gaz, il n'y a plus beaucoup de pétrole, la Grande-Bretagne a déjà suspendu les sanctions contre la Russie pour pouvoir se fournir en gaz et en pétrole au travers de pays tiers, pas directement, mais au travers de pays tiers. Enfin, elle ne dépend pas des sanctions européennes. Hein. S'il y a le Brexit, il y a un avantage. Oui, mais enfin, ils sont dans la merde quand même. La France, elle en dépend directement, pour le coup, des sanctions européennes posées contre la Russie et l'effet boomerang, la France est en train de le prendre à Mach 2. Et donc, effectivement, Macron a appelé Loukachenko. Alors, j'ai écouté hier ce qu'en a dit Loukachenko. Je crois que déjà, Loukachenko a bien rigolé. Parce que Macron a appelé Loukachenko pour demander à Loukachenko d'appeler Vladimir Poutine. Et Loukachenko lui a dit, tu prends ton téléphone puis tu l'appelles. Ouais. Ah oui, mais non, mais tu comprends, mais machin, c'est pas possible, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ça s'est un petit peu passé comme ça. Oui, tu comprends, on voudrait bien négocier. Ils ont parlé de gaz, ils ont parlé de pétrole, ils ont parlé de phosphate, ils ont parlé d'engrais, ils ont parlé de pas mal de choses. Loukachenko lui a dit, mais écoute, c'est pas compliqué, hein, on parle entre hommes. Donc, tu prends ton avion, tu viens à Minsk. Moi, j'appelle Vladimir et je lui demande s'il peut venir à Minsk. On se réunit tous les trois et on cause. Et là, tout d'un coup, Foutriquet Premier, il n'avait plus rien dans les baloches. Et il a dit, non, je t'envoie cette semaine mon homme de confiance. Donc, moi, je sais qui c'est. Je ne donnerai pas son nom, mais je sais qui c'est. Ça va être un festival. Et voilà. Et tout ça s'articule autour du fait, effectivement, qu'il y a eu déjà le week-end dernier le forum sur la sécurité. Là, il y avait le déplacement, la visite d'État de Vladimir Poutine au Kazakhstan. C'est relativement important. Ce qui est encore plus important, en fait, c'est de bien comprendre la stratégie européenne. Déjà, les Européens ont essayé de pénétrer le système des pays comme le Kazakhstan, etc., mais ça ne fonctionne pas bien. Pour l'instant, ils n'ont pas encore les mêmes résultats que ce qu'ils pourraient avoir avec l'Arménie ce week-end. Je rappelle qu'en Arménie, il y a des élections qui ont lieu ce week-end, qu'apparemment, il y a déjà des militaires français qui ont pris position en Arménie au cas où ça ne se passerait pas bien. Bon, on se demande ce qu'ils vont y faire. C'est dans une semaine. C'est dans une semaine, oui, pardon. On va suivre ça de très près, hein, parce que voilà, l'Arménie, ça m'intéresse. C'est bien sûr, c'est extrêmement important. L'Arménie est extrêmement importante parce qu'on y retrouve exactement le même noyautage de l'Union européenne que ce que l'on a vu entre l'Union européenne et la Moldavie, entre l'Union européenne et la Roumanie. Je rappelle que, et on en a parlé brièvement tout à l'heure, dans tout ce coin-là, Moldavie, Roumanie. C'est sur l'Ukraine ce qu'ils sont en train de faire en bien sûr, bien sûr, pour eux, c'est un endroit stratégique. Donc, mais l'Arménie est aussi un endroit stratégique parce que même ça permet d'encercler une grande partie. Ça permet d'encercler avec un pays supplémentaire les positions russes quelque part. Et donc, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire entre l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et puis le Tadjikistan aussi, je crois, où les Américains eux, sont assez présents aussi. À Bakou, les Américains sont très présents aussi. Les Européens essayent d'infiltrer tout ce coin-là. Et donc, ils sont en train vraiment de créer, entre guillemets, un chaudron politique et pro-européen. Mais ça va servir à quoi? Parce qu'en fait, une fois que… Cher Cyril, mon invité est déjà là. Je te demande de conclure. Pardon de t'interrompre, mais oui, c'est un chaudron autour de la Russie. Voilà, un chaudron politique autour de la Russie qui ne va rien amener de bon. Rappelons-nous ce qui s'est passé en Ukraine quand l'Ukraine a voulu rejoindre l'Union européenne. La Russie a jamais dit qu'elle était contre.
Elle a dit, OK, ben, dans ce cas-là, on va établir des droits de douane entre nos deux pays pour certains produits, parce qu'on ne veut pas se faire envahir par les produits de l'Union européenne. Bon, que l'Arménie réfléchisse, que ces pays, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, réfléchissent aussi à ça. Vladimir Poutine l'a dit. Juste avant qu'on se quitte, une toute petite précision qui m'a été demandée par une auditrice qui m'a écrit. Donc, je vais lui répondre. Elle m'a demandé d'expliquer ce qu'était la différence entre une arme nucléaire tactique et une arme nucléaire stratégique. Donc, une arme nucléaire, c'est par rapport à ce dont on discutait la semaine dernière. Une arme nucléaire tactique, en fait, c'est une arme nucléaire de faible puissance qui va avoir un impact considérable, mais à l'échelle d'un pâté de maison ou de 2 pâtés de maison. Ça, c'est du tactique ou sur des bunkers particuliers. Un peu plus quand même, le tactique. Le rayon. Oui. Ouais, c'est pour donner une image. Parce qu'une arme nucléaire stratégique, une ville comme Moscou, ça la rase. Une ville comme New York, ça la rase. Une ville comme Paris, elle est vitrifiée. Voilà, c'est la différence entre les deux. Enfin, moi, je résumerai. La tactique, c'est un usage militaire pour faire avancer les troupes. C'est ce qui a été créé pendant la guerre froide pour s'impressionner sur le fait qu'on balance le tactique, on avance, etc. Ou pour empêcher les autres, d'avancer, mais sans créer de dommages qui soient à l'échelle d'une ville ou d'une capitale. Ce sont par exemple les missiles Hades que la France avait pour taper l'Allemagne et empêcher les forces du pacte de Varsovie d'avancer. Voilà.